Le livre sur les quais et la Bibliothèque sonore romande vous proposent un grand entretien avec Marie-Hélène Lafont, animé par Jacques Pauget et enregistré le vendredi 1er septembre au Casino de Morges. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un honneur de recevoir la présidente d'honneur du livre sur les quais. Marie-Hélène Lafont nous fait le plaisir de venir ces 3 jours, elle était hier au Cercle littéraire et nous avons parlé de beaucoup de choses. On va reprendre les thèmes aujourd'hui, bien différents, peut-être, certains différents. On va commencer par les sources, votre dernier livre. Je vous présenterai en 2 mots pour ceux qui ne sauraient pas tout. Présidente d'honneur, donc, prix Goncourt de la Nouvelle en 2015, non 16. Prix Renaudot 2020 pour Histoire du Fils. Marie-Hélène Lafont a publié 10 romans, autant de recueils de textes courts et 4 essais, dont une anthologie de Flaubert. Peut-être qu'on parlera de Flaubert. Volontiers, il est inépuisable. Vous aimez parler de Flaubert. À la Guépine, qui est une très jolie petite collection pour laquelle je fais de la publicité gratuite. C'est un éditeur qui se trouve dans la France profonde et qui sort des petits livrets tout à fait originaux. Et Marie-Hélène Lafont a travaillé plusieurs fois, a publié plusieurs fois des choses chez lui, chez ce monsieur, je ne sais plus son nom. Jean-Louis Pierre. Jean-Louis Pierre. La demi de 6 heures, Les corps étrangers, et puis... Les étés. Les étés, voilà, où il est question de Ramus. Où il est question de Ramus. Je crois que le 3e siège était pour Ramus, en fait. Originaire du Cantal, où elle vécut jusqu'à 18 ans, Marie-Hélène Lafont est fille de paysan. Votre père fabriquait des fromages Saint-Nectaire et votre grand-père du Cantal, m'avez-vous dit? Tout à fait. Et vous enseignez le latin grec en région parisienne. Et le français aussi. Et le français. Et vous avez commencé à publier à 34 ans. À écrire à 34 ans. À écrire. Et à publier à 39, en 2001. 4 ans pour ce premier roman. Entre le moment où j'ai commencé à écrire et le moment où j'ai publié, se sont passées 5 années. Mais vous avez écrit d'autres choses que le premier roman? J'ai écrit le premier roman et les nouvelles qui ont été publiées sous le titre Liturgie pendant ces 4 ou 5 années. Alors, pourquoi si tard? Parce qu'on met longtemps à devenir. La raison essentielle, c'est un faisceau de raisons. Mais j'aime à dire, et je ne suis pas la seule dans cette situation, que je suis née loin. Je suis née loin des livres à lire et loin, davantage encore évidemment, des livres à écrire. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé tard. Il a fallu parcourir beaucoup de chemins pour devenir lectrice d'abord, ce qui n'allait pas de soi. Parce que dans votre famille, on ne lisait pas? Non, on n'était pas du tout hostile aux livres, mais ça n'était pas dans les mœurs, dans les usages. On avait peu de livres, on n'en achetait pas, on n'allait pas dans les bibliothèques. D'ailleurs, il y en avait très peu à cette époque-là dans la France rurale. Il y en a bien davantage aujourd'hui, et de bonnes bibliothèques bien équipées. On n'allait pas en librairie, on y allait 1 fois par an pour l'achat des fournitures scolaires. Et c'était toute une affaire. Et c'était pas une librairie. C'était maison de la presse, fournitures scolaires, et il y avait quelques livres. Donc le livre était une denrée rare et il fallait rendre les livres du bibliobus. Le bibliobus passait toutes les 3 semaines à l'école primaire, mais il fallait les rendre, les livres. Mais d'où est venu votre intérêt pour le livre, puisqu'il n'existait pas dans votre famille? Il est venu de l'école. Parce qu'à l'école, je le voyais, le livre. À l'école, au CP, le chaos du monde prenait forme. Ça passait par la syllabe babe-bibo-bu, le mot, et le livre de lecture, c'était Rémi et Colette, je le savais par cœur, je me souviens encore du titre. Le mot dans la phrase dans les histoires dans un livre. C'était une sorte de déploiement du monde dans lequel immédiatement, un peu comme par magie, je me suis sentie à ma place. Je me suis dit que l'école, ça serait ma place. Et je ne l'ai d'ailleurs jamais quittée, puisque je suis encore professeur. J'ai aimé l'école, et l'école m'a aimé beaucoup. Et m'a reçu très généreusement dans son giron. Voilà, c'est là que j'ai contracté
le goût de la lecture, mais donc denrées rares et pratiques un peu acrobatiques jusqu'à un certain âge, ou pour ne pas dire un âge certain. Et c'est là aussi que j'ai contracté le désir d'écriture, mais ça c'était encore moins dissible. Et je ne voyais pas du tout comment franchir l'abîme, vous voyez, entre les livres, les histoires écrites que la maîtresse nous lisait dans un livre, et ma propre pratique de l'écriture d'une enfant de CP qui apprend à écrire, évidemment. Donc, par exemple, moi, je n'ai jamais déployé des débuts de romans dans des cahiers de brouillon, vous voyez. J'ai commencé à écrire à 34 ans, sans avoir jamais auparavant entrepris quoi que ce soit dans ce sens-là, mais en ayant toujours, de façon extrêmement précise et violente, planté à l'intérieur de moi-même ce désir et cette injonction. Tout en consacrant une énergie énorme à acquérir latin, grec, français, à enseigner. Oui, l'énergie énorme, elle est atavique, géologique, organique, donc on l'emploie. Donc je l'ai en effet employé à faire des études qu'il fallait réussir, parce qu'on était, enfin je ne suis pas la seule dans cette situation, on était boursiers. Donc ne pas réussir les études, c'était ne plus faire d'études. Donc il fallait ça d'une part, et il fallait très vite avoir un métier. Donc devenir professeur. Voilà, tout ça c'est un déroulement sociologique que je partage avec beaucoup de filles, surtout de ma génération, issues du même milieu. Ensuite, là où ça commence à se gâter, c'est-à-dire où ça commence à dévier, c'est l'écriture. Parce qu'écrire, ça vous sépare. Ça vous sépare du lieu et du milieu d'origine. Ça vous y ramène aussi, puisque je ne cesse d'en écrire du lieu et du milieu d'origine. Mais en même temps, ça m'en arrache. Et je fais toujours rimer attachement et arrachement. Les deux ne se séparent pas. Vous m'avez dit que votre père n'a pas lu vos livres. Non, mais d'ailleurs, il ne lisait pas de livres, mon père. Donc, j'ai presque envie de dire circonstances exténuantes pour ne pas lire les miens. Vous voyez, il lisait pas de livres. Il avait lu le début des pays parce qu'on lui avait dit que dans le début des pays, il était probablement question de lui. Donc, il avait lu le début des pays. Ma mère avait hâte que ça s'arrête parce qu'il faisait des remarques. Et elle avait hâte que ça s'arrête. Elle m'a dit que vraiment, bon. Et un certain temps après, au téléphone, je pense qu'il ne me l'aurait jamais dit comme ça, il m'a dit « T'as raison, à la Gravière, c'est comme ça. » C'est tout. Et quand vous avez eu le Renaudot ? Alors, quand j'ai eu le Renaudot, il était... mon père, quand j'ai eu le Renaudot, mon père était... il avait des problèmes cognitifs qui se sont aggravés par la suite, donc il était déjà un peu flottant. Mais on lui a tellement dit que je venais d'avoir un prix, que le dimanche suivant au téléphone, il m'a... Je suis désolée, parce que je vais ajouter au stéréotype, mais en fait, sa question, ça a été tu vas en vendre beaucoup des livres. Ça a été ça, vous voyez, ce qu'il m'a dit, ça a été ça. Comme tu vas en vendre beaucoup des fromages. Vous voyez? Et je le dis sans aucune... il a dit ce qu'il avait à dire. Voilà. C'était sa façon à lui de prendre acte des choses. Mais il était fier d'être le père de l'écrivaine. J'en sais rien. Je sais pas. Est-ce que tout le monde lui en parlait? Oui, mais vous savez, c'est dans les pays. Dans les pays, il y a cette scène où le père dit, elle a 8 ans, il lui dit, toi t'es une bourgeoise, tu fais pas de bruit en mangeant la soupe. Voilà, c'est dans les pays. Donc, je pense très honnêtement que mes ascendants immédiats, je ne dirai rien des autres, mais mon père et ma mère ont toujours eu le sentiment que il y avait quand même une part de corps étranger dans la personne que j'étais. Voilà. Donc, je pense que c'est très complexe ce que les nôtres pensent de nous et de nos trajectoires quand nous les avons inventées en dehors des territoires qui sont balisés pour eux, voyez, et qui sont lisibles. C'est opaque, ça échappe. Et moi, je n'arrive pas du tout à
à trouver quel terme mettre sur ce que ça pouvait représenter pour l'un et pour l'autre, en fait. Donc vous saviez que vous deviez partir, que vous alliez partir, oui. Ce qui n'est pas du tout le cas pour parler des sources de l'héroïne de la première partie. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors peut-être que vous pouvez nous en dire 2 mots sans trop divulgacher. Oui, bien sûr. Dans les sources, donc dans la première partie des sources, samedi 10 et dimanche 11 juin 1967, il est question d'une cellule familiale, la mère, le père, les 3 enfants. Et cette mère, cette femme, mais qui est aussi une mère, on comprend très vite on sent très vite qu'elle est littéralement saccagée par ce qui arrive dans le couple qu'elle forme, ça s'appelle un couple, qu'elle forme depuis 7 ans et demi avec le père de ses enfants, son mari, et toute la tension est de savoir si et comment elle va s'arracher. Voilà. Et en fait, quand j'ai ouvert ce chantier-là... Expliquez le mot chantier, parce que c'est un peu particulier, votre usage du chantier. Oui, enfin moi, en dépit du fait que j'écrive depuis un quart de siècle, je n'ai pas le sentiment de commencer un livre. Parce que si on dit « je commence un livre », on se place dans la perspective de le finir. Je préfère dire, c'est pour moi moins pesant et plus précis. Je préfère dire que j'ouvre un chantier d'écriture. Un chantier sans délai, sans... D'habitude, les chantiers... D'habitude, on prévoit un peu la fin du chantier. Oui, enfin, vous savez ce qu'il en est. Hein, des prévisions de fin de chantier, etc. Donc, voilà, c'est exactement comme ça pour l'écriture aussi. On sait ce qu'il en est. On peut toujours faire des prévisions. Hein, ça ne mange pas de pain, mais bon... on a des surprises de chantier, enfin, etc. Donc, c'est une métaphore qui me va bien et qui met en jeu aussi ce que ça a de physique. Voilà. C'est, pour moi, une histoire de corps, l'écriture. Et je trouve que ces mots-là, qui me sont venus très vite pour parler de l'écriture, correspondent mieux à l'expérience que j'en ai, plutôt que de dire je commence un livre. Donc, quand vous avez ouvert le chantier des sources... Sans savoir, je ne savais pas si cette femme allait s'arracher. Évidemment, je savais encore moins comment. Et dans la mesure où la première partie du texte a été écrite exactement en 8 jours, à marche forcée, à raison de à peu près 10 heures par jour, eh bien, voilà, c'est seulement... à peu près au 6e jour que j'ai commencé à avoir une échappée possible. Et donc la tension qui habite le texte est aussi celle qui m'habitait, moi, au chantier. Alors cette tension qui naît de l'incertitude, ou de l'inconnu, comment est-ce que vous devez lancer un chantier parce que vous avez une idée, une histoire? Là, c'est une histoire que vous vouliez raconter. J'ai de la matière. Mais vous ne saviez pas comment l'organiser. Oui. J'ai jamais d'idée, moi. Vous avez de la matière, mais pas d'idée. Et j'ai pas de sujet non plus. Je n'aime pas de mot sujet, d'ailleurs. J'ai de la matière, j'ai des pistes. Il y a des pistes narratives qui s'ouvrent dans le maquis du monde. Vous voyez? Mais dans le cas particulier, c'est quand même des discussions familiales où on vous dit tu vas bien nous le raconter, cette histoire. Oui. Alors ça, par exemple, c'est pour Histoire du Fils. C'est comme ça. Voilà. Pour Histoire du Fils, on m'apporte de la matière sur un plateau, une histoire, qui est une histoire de famille, une révélation de secret de famille. Bon, c'est extrêmement répandu. Et on me la confie. Voilà. Et comme j'ai un naturel... non pas docile, mais appliqué, on me la confie, je tâche pour Histoire du Fils d'être à la hauteur de cette confiance. C'est une histoire familiale. Là, la matière des sources, je l'ai toujours eue. J'ai toujours eu la matière des sources dans mes fichiers mentaux. Je dis mentaux parce que je ne prends pas de notes. Donc, je n'avais pas de carnet
voyez, où eût été consignée sous la forme de notes cette matière-là. Hein. Mais avant même de commencer à écrire, je savais que si un jour j'écrivais, il faudrait en écrire de ça, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est comme du minerai. Absolument. Et ça pose, voilà. C'est là, dans les couches profondes. Ça bouge dans le noir. Et comme des plaques tectoniques. Vous voyez, voilà. Et il y a un moment où les plaques tectoniques bougent tellement que c'est plus possible, il faut y aller. Et ce moment-là, c'est arrivé en février 2022 pour la matière des sources. Donc alors, toute affaire cessante, hop. Avant de parler de la deuxième partie et de comment elle est née, Oui. Vous avez abandonné un recueil de nouvelles qui était fort avancé parce que cette matière des sources s'est mise à bouger si fort que vous ne pouviez plus continuer les nouvelles. Oui, elle n'était plus nécessaire. Je n'ai jamais publié de livre. Et vous ne les avez pas publiés? Non, je n'ai jamais publié de livre qui ne m'était pas nécessaire. J'avais pas l'intention de commencer. Donc si votre éditrice vous disait « j'ai besoin d'un livre à publier, donne-moi tes nouvelles », vous mon diriez éditrice non. me dit jamais j'ai besoin d'un livre à publier. Ça peut arriver, on en connaît. Chez Buchet Chastel, on ne travaille pas comme ça, donc jamais de la vie. Ah non, non, jamais on... Enfin... Ça arrive dans certaines maisons d'édition. La question est rhétorique, d'accord, mais donc si on vous demandait, vous diriez non, ces nouvelles, je ne les publie pas. Ah ben non. Non. Elles ne sont plus abouties. Non, je ne sais même pas si elles ne l'ont jamais été. Alors ça, c'est un phénomène étrange pour moi. Hein. Vous étiez à 2 doigts de fournir le livre, non? Pas à 2 doigts, mais à quelques mois. Et peut-être que mon éditrice aurait eu la lucidité de me dire, mais enfin, Marie-Hélène, c'est ni fait ni à faire. C'est possible, enfin, j'espère. Enfin, toujours est-il que le machin, donc, en question, a explosé en plein vol. Voilà. Mais ça ne m'est jamais arrivé, hein, donc je ne peux pas en dire grand-chose si ce n'est constater empiriquement ce qui s'est passé. Voyez. Et ces textes-là, donc, j'ai mis des mois à les relire, et quand je les ai relus, je les ai trouvés, ils sont morts, quoi. Ils sont morts. Voilà. Alors, ça bouge un peu dans les coins, ici ou là, mais honnêtement, j'y comprends rien. Hein. Pour l'instant, c'est... Non, donc... Alors, on revient aux sources et à leur surgissement, c'est le cas de dire. La deuxième partie, c'est le point de vue du mari et du père. Oui, absolument. Et ça, c'est une force extraordinaire parce que c'est pas tout à fait dans le courant actuel, disons. Alors, je dis volontiers que là, je le fais d'autant plus volontiers qu'elle est dans la salle, je rends à César ce qui est à César. À savoir que donc j'avais cette première partie que j'avais écrite en 8 jours. J'avais un texte, je sentais bien que ça faisait texte, mais un machin d'un format incommode, vous voyez? Bon. Mais c'était un texte qui me brûlait les doigts, vraiment, et donc j'ai fait ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, en plus de 2 décennies d'écriture. Je l'ai donné donc à mon éditrice, Pascale Gauthier. Je suis venue en Suisse, d'ailleurs, 8 jours, pour ma semaine suisse, hivernale, ou enfin, toujours fin février, début mars. Et quand je suis revenue, nous nous sommes vus. Et Pascale Gauthier m'a dit, Marie-Hélène, il faut écrire La Voix du Père. Voilà. Donc je ne saurais jamais si je serais proprio motu, arrivé moi-même à cette conclusion-là. Je ne peux pas savoir. M'a-t-elle devancé? Eussé-je moi-même porté mes pas de ce côté-là? Je n'en saurais rien. Voilà. Et j'ai dit que j'étais pas certaine d'être capable, mais ça m'est apparu parfaitement juste au sens musical du terme. Juste. Voilà. Alors ensuite, ça restait à faire. Et je l'ai fait avec une tension qui était moins difficile, moins violente. Voilà, j'appelle ce chantier le chantier violent. La tension d'écriture de la deuxième partie était moins forte que celle de la première, peut-être notamment parce que j'avais déjà la première. Vous voyez, enfin, voilà. Donc ça s'est passé comme ça, mais j'ai jamais travaillé comme ça, dans ces conditions-là. C'est curieux parce que la parole du père, j'aurais pensé que c'était plus difficile. Non, c'était pas plus difficile. Moi, je sais pourquoi, mais je peux pas le dire. Mais c'était pas plus difficile. Ce que je peux dire, c'est que c'était
j'avais déjà l'autre texte, vous comprenez? Voilà. Hein. Et les autres raisons pour lesquelles c'était pas plus difficile n'appartiennent pas au domaine public. Mais elles étaient efficientes et je savais qu'elles étaient là. Donc c'était pas plus difficile. Je ne vais pas insister davantage parce que je sais que c'est inutile. Absolument. La deuxième partie se situe au moment de l'élection de Giscard d'Estaing. Oui. 1974, 7 ans plus tard. Et la troisième partie se présente comme une sorte de conclusion. La boucle est bouclée, c'est très proche de nous dans le temps. Oui, oui. Pourquoi est-ce que c'est si proche de nous? Parce qu'en quelque sorte, il fallait probablement, dans mon travail, lancer une sorte de filin, comme ça, vous voyez, entre les abysses des origines ou des sources et ce qui est ici et maintenant. Et il fallait d'autant plus le lancer, ce filin, que la violence extrême du creuset originel n'empêche pas la douceur vivace de l'ici et maintenant. Le dernier mot du livre, c'est douce. La lumière est douce. Donc ça, j'y tenais beaucoup. Vous voyez, à lancer ce filin. Voilà. Ce n'est pas un précipité de désespoir, ce livre. C'est un chantier violent, mais ce n'est pas un précipité de désespoir. Pourtant, la première partie est extraordinairement désespérée. Mais justement, le texte ne s'arrête pas avec la première partie. Oui. C'est très important. J'ai dédié le livre à Pascal Gauthier parce que je lui suis infiniment reconnaissante d'avoir opéré cet aiguillage, au sens ferroviaire du terme. Quant à la dernière partie, je savais, moi, où il fallait la conduire et quelle lumière il fallait y allumer, en quelque sorte. Voilà, il est de possible douceur. La littérature peut aussi dire ça. Possible douceur. Alors, j'ai deux citations. Tous mes livres sont extrêmement biographiques, pas autobiographiques, biographiques, mais le maillage autobiographique est très éclaté. Il y a quelque chose de moi en Jeanne, c'est un Gordana, etc. Et une autre fois, vous avez dit, je décale, je transpose, je découpe, rien n'est inventé, tout est réinventé. Je suis incapable d'inventer. D'ailleurs, j'ai du mal à croire qu'on n'invente jamais à partir de rien. Je suis toujours assailli par le réel. Vous l'avez dit, je crois, à Vincent Josse, dans le grand atelier sur... C'est France Inter? Oui, c'était au mois de juin. Voilà. Et c'est 2 heures d'émission extraordinaires. Je vous les recommande, on peut encore les podcaster. Vous parlez aussi, à propos de lumière, vous parlez de peinture. Et il avait invité, à votre demande, je pense, un peintre que vous aimez beaucoup. Oui. Comment s'appelle-t-il? Vincent Bioulès. C'est un peintre qui vit à Montpellier. Et j'ai découvert cette peinture un peu tardivement, moins tardivement que celle de Jacques Truffaut, peintre que j'aime aussi beaucoup. Et qui malheureusement est mort maintenant, mais que j'ai eu la chance de connaître dans les dernières années de sa vie, et qui est très présent. Je lui ai dédié Nos vies, le roman de 2017. Il est cité en exergue. Je dois être corps dedans, disait-il. Corps dedans, parce que je lui avais posé une question idiote. Je lui avais demandé, parce que bon, c'était un homme âgé, donc Jacques Truffaut, je vais revenir à Vincent Bioulès, j'avais demandé à Jacques Truffaut, donc sottement, dans son atelier, s'il peignait debout. Et parce qu'il était âgé et quand même assez empêché. Et en effet, il peignait debout. 6 à 7 heures, devant le cheval et debout. Alors qu'il était nonagénaire. Et il m'avait dit, je dois être corps dedans, avec la liaison. Je dois être corps dedans. Et je lui ai demandé de garder cette phrase en exergue de Nos vies. Et les bandeaux j'ai la chance, et j'ai eu le bonheur que
Buchet-Chastel reprennent l'ensemble de mes livres à l'occasion de l'apparition des sources avec des bandeaux qui sont tous des morceaux de peinture de Jacques Truffémus. Et ça dessine un tableau magnifique. Voilà. Donc il y a eu Jacques Truffémus et j'aime aussi à penser que les écrivains sont vivants et que les peintres sont vivants. Voilà. Et Vincent Biolès, c'est une œuvre en train de continuer magnifiquement. Il est octogénaire et il expose très régulièrement. Il y a un tableau qui s'intitule Les barricades mystérieuses, et c'est le titre de la pièce musicale de François Couperin qui vient de rentrer à Beaubourg, dans les collections de Beaubourg. Et c'est un homme qui parle magnifiquement de la peinture et aussi de l'écriture, parce qu'il lit et il est aussi musicien. Alors, nous avons donné d'ailleurs un entretien ensemble à Montpellier, au musée Fabre, et je l'avais invité donc, pour le grand atelier. Il était donc en duplex, vous voyez, depuis Montpellier, ce qui quand même facilite pas forcément les choses, et il a été d'une générosité, d'une précision magnifique, et en plus il a une voix très radiophonique, ce qui ne gâte rien. Je vais le citer un instant, sans la voix radiophonique, mais Marie-Hélène Lafon écrit comme un peintre, par couches successives, et pourtant toutes transparentes, qui constitue néanmoins une épaisseur contrapuntique, une écriture durchkomponiert, en allemand s'il vous plaît, faite du croisement des modes et de l'usage de la conjugaison, etc. Donc vous êtes une peintre du langage. J'aimerais. Je dis toujours que juste aimer être peintre, mais c'était encore plus loin la peinture, encore plus loin, vous voyez. La première fois que j'ai vu un tableau en vrai, vous voyez, pas sur les couvertures des boîtes de chocolat. Quand j'étais enfant et adolescente, les tableaux que je voyais, c'était sur les couvertures des boîtes de chocolat, et souvent c'était l'Angélus. Et j'ai détesté Millet sottement pendant des années à cause de ça. Millet. Oui. Et ensuite, je me suis convertie à Millet quand j'ai découvert ce qu'en disait Van Gogh. Il disait Millet, c'est la voix du blé. Ouh, ça m'a tiré l'oreille, ça, vous voyez. Hein. Le blé. Oui, oui, et puis la voix du blé, enfin bon, tout ça. Donc évidemment, j'ai complètement révisé mon jugement hâtif et sot sur Millet. Et je me souviens aussi d'avoir eu, assez tardivement, étrangement, pas du tout comment c'était tombé entre mes mains, un puzzle, c'était la chambre de Van Gogh, en puzzle. Voilà, vous voyez. Et la première fois où je vois un tableau en vrai, la matière du tableau, qu'on peut toucher, qu'on aurait envie de lécher, c'est Bruegel, une exposition Bruegel à Anderlecht, à côté de Bruxelles. Endroit dont je ne connaissais, moi, que l'équipe de football. Et il y avait donc là une exposition Bruegel où je suis allée, bref, voilà, emmenée par... ça a commencé comme ça avec la peinture. Mais ça a commencé tard, vous voyez. Et puis en plus, maintenant j'ai la chance d'être allée souvent dans des ateliers, etc. Et quand je vois ce que ça demande de manipulation, vous voyez, et puis aussi l'espace, comment ça occupe l'espace, enfin l'aspect technique, voilà, de la peinture, c'est effarant. C'est vrai que l'écriture, papier, crayon, hein, et ensuite ordinateur. Vous voyez, mes archives, ça fait 25 ans que j'écris. Donc mes manuscrits sont entrés à la BNF à l'automne dernier. 5 cartons, vous voyez les bouteilles de champagne, les cartons de 6 bouteilles de champagne, 5 cartons de 6 bouteilles de champagne, archives de 20 ans d'écriture, léger. Est-ce qu'il a raison de dire que vous écrivez par couches successives et transparentes ? Oui, il a parfaitement raison. Transparente, je ne sais pas, mais successives. Est-ce que vous nous donnez un exemple maintenant ? Alors, vous voyez, quand il a dit ça, j'ai aussitôt pensé à cette façon, mais qui est assez banale, hein, je pense, enfin, quoique, que j'ai de revenir constamment à voix haute sur la phrase, chaque phrase, dans chaque verset, j'aime bien le mot verset, vous voyez, et au fond, chaque relecture à voix haute avec une reconsidération de chaque mot, de l'articulation des mots entre eux, de la ponctuation, etc., serait comme autant, vous voyez, de passage du pinceau, ou d'un autre outil d'ailleurs, hein, sur la toile, avec voilà, plus ou moins de matière, et comment elle est
les différentes couches de matière vont s'articuler entre elles. Et il y a aussi cette phase très importante et organique où ça pose. Hein, et où donc les différentes nuances, voyez, hein, de la phrase, du verset, du passage, du tableau, je dis que j'écris par tableau, hein, vont se fondre les unes dans les autres. Et pour ça, il faut laisser passer du temps et du silence sur le texte. Et ensuite, quand on le reprend, c'est comme si on passait la main dessus. On sent, on l'entend à l'oreille, et on sent tirer à la main ce qui fait saillie, voyez, ce qui accroche l'oreille ou la paume de la main. Parfois, il faut garder les saillies. Pas toutes les enlever, hein. Mais on travaille la matière. C'est pas lisse. Non. Non. C'est même souvent rugueux, volontairement. Grenu. Ou pelu. Comme pelu, vous voyez, quand je dis pelu, je pense immédiatement, pelu, c'est un mot que j'emploie pour la croûte du Saint-Nectaire. Vous voyez, le Saint-Nectaire, le fromage, quand il est gris, là, c'est pelu. Voilà. Et bien, le texte, parfois, il faut qu'il soit pelu. Est-ce que vous nous lisez un extrait, pelu ou non? Un extrait pelu. Voulez-vous que je tienne le micro? Oh, merci, je pense que je devrais... On va aller... C'est le café. J'aime bien écrire les moments où on prend le café. J'ai écrit une nouvelle qui s'intitule Les Mazagrans, où 3 femmes prennent le café. Là, on prend le café, c'est donc le dimanche, 11 juin 1967. On est dans la famille de la mère. Et lui, le père, vient juste de partir pour prendre le dessert chez ses propres parents, parce qu'il trouve que la tarte au pruneau de sa mère est quand même la meilleure du monde entier. Donc, ils viennent partir, et elle, donc, est chez ses parents, avec ses 3 enfants. Il y a son père, sa mère, ses 2 jeunes sœurs et leur fiancé. Et on boit le café. C'est pas tout à fait 2 heures, vous allez entendre. Les enfants, il y en a 3. Il y a les filles et il y a Gilles, le petit garçon. Il vient juste de partir. Les filles chahutent dans la cour. On les appellera pour le dessert. Gilles est sur les genoux de son pépé, renversé en arrière. On pourrait le croire endormi, mais il balance doucement ses pieds dans le vide comme pour se bercer. On prend son temps, il n'est pas encore 2 heures, le café est prêt sur la cuisinière. Ses sœurs ont sorti les assiettes à dessert qu'elle a toujours connues. Elles viennent du côté de la mer et représentent les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, Perrette et le pot au lait, le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Elle va chercher les tasses dans le bas du buffet, c'est toujours elle qui sert le café, dans ces tasses anciennes, presque transparentes et très évasées, qui ne sont plus à la mode. C'est le meilleur moment. Elle redevient la fille aînée de la maison. Elle sait que son père prend 2 morceaux de sucre dans son café, un véritable sirop, et que sa mère n'en boit plus, même le matin, parce que ça ne lui réussit pas. Elle entend ses sœurs et leurs fiancés, Jacques et Francis, elle a retenu les prénoms cette fois, rire dans la cour avec Isabelle et Claire. Vous voyez par exemple les titres des fables. Ça fait partie des couches, ça. Très techniquement, on en met combien? On met lesquels? Vous voyez? Par exemple, puisque vous avez... C'est une chose qui vient tout de suite ou que vous retravaillez par la suite, après le premier jet? Je retravaille. Ce qui vient tout de suite, c'est de la matière brute. Je retravaille. Donc dans les 8 jours où vous avez écrit ça, ensuite vous avez tout retravaillé, justement couche par couche, comme oui. Vous l'expliquez. Mais dans les 8 jours où j'ai écrit ça, vous voyez, c'est très court, hein.
et j'y suis restée 10 heures par jour. Donc déjà, entre le matin et le soir, par exemple, dans les 8 jours où j'ai écrit ça, la nuit surtout, le début de la nuit, là, je reprenais ce que j'avais fait le matin, et déjà, c'était du travail, vous voyez, couche à couche, déjà. Et ensuite, donc, je l'ai donné à Pascal Gauthier, et il a posé le texte, vous voyez. Et le texte a posé. Oui, et ensuite je l'ai repris. Mais j'avais déjà fait énormément de travail pendant les 8 jours. Mais celui-là, honnêtement, c'est un apax, hein, c'est-à-dire qu'il correspond à des méthodes de... enfin, je ne suis pas masochiste, hein, moi le chantier violent comme ça, enfin, si je peux éviter, je ferai autrement. Alors, celui-ci est construit de manière particulière, avec ces trois moments. Histoire du Fils... C'est un tour de force incroyable, puisque c'est un siècle de vie. Oui, 100 ans, exactement. C'est un siècle d'histoire, mais d'histoire humaine, au niveau des individus, en 170 pages, quelque chose comme ça. Oui. Et je n'ai pas compris comment vous faisiez les Thibaut en un volume comme ça. Et moi non plus. Même si ça peut paraître étrange, ce que je vais dire, ça n'est pas de la fausse modestie, pour Histoire du Fils. Hein. Donc, j'avais une matière, cette histoire qu'on m'avait racontée. Il se trouve que cette histoire de famille, elle s'étendait sur 100 ans. Ce qui m'intriguait, c'était la manière dont vous avez littérairement réduit ce siècle d'histoire et toutes ces histoires individuelles à 170 pages. Eh ben, je vais vous dire comment ça s'est fait. Ça s'est fait de façon très organique, encore une fois. Vous voyez ? C'est-à-dire que cette histoire, on me l'a confiée en 2012 et 2013. Elle arrive en 2012. En 2013, on a remis une couche, si je puis dire, puisque le protagoniste, celui que j'appelle André dans le roman, je l'ai rencontré en 2013 et je l'ai rencontré à nouveau en je l'ai rencontré en 2012 et à nouveau en 2013. Voilà, donc 2 fois. 2 étés, en fait. Hein. Et le livre, elle a été publié en 2020. Vous voyez, voilà. Hein. Et j'ai dû ouvrir le chantier, il faudrait que je vérifie, mais je pense que ça doit être à peu près en 2016. J'ai essayé plus tôt, hein. J'y suis pas arrivée. Ça n'allait pas, ça fonctionnait pas. Voilà. Et le premier jet, quand j'ai écrit le premier jet, je l'ai écrit en 11 tableaux qui n'étaient absolument pas chronologiques. Je l'ai vu tout de suite, évidemment, que ça n'était pas chronologique, hein, que je passais de telle date à telle date, que je revenais en arrière, etc., que ça allait être inextricable. Bon. N'empêche que le premier jet est venu comme ça. J'ai eu vaguement, très fugitivement, la tentation de le remettre dans l'ordre. Ça ne tenait pas debout. La dynamique narrative, elle était tout entière dans le fait que, justement, on jouait à saute-mouton, si vous voulez, par-dessus les années, dans le siècle. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris acte de ça, et donc j'ai tout retravaillé pour... Il suffit parfois d'un adverbe ou d'une petite proposition subordonnée relative ou d'une précision infime pour que ce soit intelligible. Évidemment, on ne va pas livrer un buisson. Hein, pour que ce soit intelligible. Voilà. Ça demande une tension de lecture. Hein. Mais ça fait 20 ans que je fais confiance à l'intelligence des lecteurs. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Hein. Donc, ça demande en effet une tension narrative. Et le premier tableau, parce qu'il y en a 12 dans l'Histoire du Fils, celui qui ouvre le bal, je l'ai écrit en dernier, le premier tableau. Et tant que je n'avais pas écrit le premier tableau, c'est-à-dire osé affronter cette matière-là, qui est proprement vertigineuse, hein, eh bien, j'avais pas de livre. Tout le reste ne tenait pas tout seul. Voilà. Il me fallait le premier tableau, vous voyez. Et quand j'ai écrit le premier tableau, j'ai compris que là, peut-être, ça allait se tenir. Voilà. Alors... J'espère que vous appréciez, parce qu'il est très rare qu'un auteur entre à ce point dans la fabrication, le surgissement, la manière organique dont un livre naît. Et vous êtes très, très précise et très généreuse. Vous aimez raconter ces choses au public. Alors c'est peut-être un peu... Au fond, il me vient à l'esprit que ça a peut-être un côté un peu exhibitionniste ou indécent. Enfin, soyons exhibitionnistes. Indécemment. Voilà. Alors, on va changer de sujet. Si je vous dis en français sympathie pour le diable et abbé roux. Ça va ensemble. Hein. Sympathie pour le diable et abbé roux.
Alors ça, rien ne vous échappe. Vous allez parler de votre idole maintenant. Je vais parler de ma passion pour Mick Jagger. Alors je sais, il est octogénaire. 1000 fois grand-père et néanmoins père d'un enfant de 7 ans. Conçu avec une jeune femme qui en a 37. Bref, je sais tout ça, mais rien ne m'arrête. Donc, j'ai conçu dans mon jeune âge, quand j'avais 12 ans, oui, j'ai été traversée par une sorte de coup de foudre pour cette créature, parce que c'est quand même une créature diabolique. Bon, alors, à cet âge-là, et encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, je peux prendre du plaisir à écouter les Rolling Stones, etc., mais je ne suis pas du tout une spécialiste, enfin, rien du tout, je suis spécialiste de rien d'ailleurs. Mais bon, Mick Jagger, c'est une fascination, quoi, c'est ecce homo. Bon, ça s'explique pas, ça. C'est comme ça. Et en dépit des objurgations maternelles, qui le trouvaient affreux, évidemment, ma sœur et moi partagions cette solide passion. Et donc, une de ces chansons commence, comme vous venez de le dire, en le traduisant, enfin, une de leurs chansons, parce qu'il n'est pas tout seul dans cette affaire. Mais enfin, je ne vois que lui, faut bien le reconnaître. Et l'abbé Roux, c'était donc le prêtre qui figure dans nombre de mes livres, et qui, on peine à croire, et c'est là que je me rends compte à quel point ma vie est passée, en partie, parce qu'on peine à croire à la rapidité de la déchristianisation des campagnes en France. Parce que quand j'étais enfant, c'est quand même pas avant la guerre de 14-18, ni le néolithique, eh bien, l'abbé Roux, donc, Félix de son prénom, avait 3 paroisses, régnait sur 3 paroisses. Aujourd'hui, un prêtre à la campagne, dans le Cantal, il en a 98. Enfin, voilà, il n'y a plus de prêtre. Bon, bref. Et donc, l'abbé Roux, vous allez comprendre pourquoi il est lié à Mick Jagger de façon indélébile, c'est que, en 1976, il y a eu la retransmission à la télévision d'un concert des Stones, et ma sœur et moi l'avons su, et nos parents n'avaient que la télévision en noir et blanc, tandis que l'abbé Roux, lui, il avait déjà la télévision en couleur. Alors moi, qui avais été la meilleure élève au catéchisme, j'ai demandé, et puis l'abbé Roux m'aimait beaucoup, j'ai demandé à l'abbé Roux si ma sœur et moi, on pouvait venir voir le concert. Il a dit oui, bien sûr. Nous voilà à la cure avec l'abbé Roux. Sauf que j'avais pensé que l'abbé Roux allait se retirer pour ses oraisons, mais pas du tout. Donc il y avait la télé, l'abbé Roux ici, comme vous seriez là, vous voyez, et puis ma sœur et moi ici. Je me suis dit qu'évidemment ça allait poser un problème, parce que l'abbé Roux avait des yeux pour voir, et il allait voir ce qu'il allait voir. Il savait pas ce qu'il allait voir. Et fort heureusement, il s'est endormi. Il a dormi pendant tout le concert. Et donc ma sœur et moi avons jubilé pendant que l'abbé Roux dormait, et à la fin du concert, il s'est réveillé, et il nous a ramenés à la ferme, c'était à 2 ou 3 kilomètres, dans sa Diane bleu ciel. Vous voyez, ça c'est merveilleux. Voilà, c'est pour ça que l'abbé Roux sont définitivement liés. Voilà, vous voyez, ça par exemple, la Diane était bleu ciel, j'y peux rien, c'était comme ça. Ça c'est de la matière. C'est de la matière à récit oral, mais c'est de la matière à écriture aussi. Vous voyez ? Et c'est dans ce sens que je dis, même si c'est infime, c'est dans ce sens que je dis que le réel est toujours infiniment plus, comment dire, généreux et magnifique que tout ce que je pourrais jamais inventer. La nuque rougeaude de l'abbé Roux qui bec à becquer. Si on l'écrivait B-E-C-Q-U-E, mais on ne l'écrit pas. C'est un verbe vernaculaire que j'ai toujours entendu dans mon enfance. Ma grand-mère l'employait pour dire, vous savez, quand on dort, on s'endort, on ne peut pas s'en empêcher. Vous savez, on a le menton qui tombe. Becquer comme les poules. Vous savez, qui donnent des coups de bec. Ma grand-mère employait ce mot-là. Becquer, voilà. C'est quand l'endormissement vous prend. Eh ben, l'abbé Roux, becquer devant Mick Jagger. Voilà. Moi, je dis que ça ne s'invente pas. Voilà. Et après, on fait ce qu'on peut avec ça. Mais les plis de sa nuque, voilà, ses cheveux, comment étaient ses cheveux, les plis de sa nuque un peu rouge et légèrement luisante. J'ai tout. Vous êtes hypermnésique ? Non, j'aimerais bien être hypermnésique pour les noms des oiseaux, des fleurs.
pour les paroles des chansons, pas seulement celles de Mick Jagger. Je ne suis absolument pas hypermnésique et ma mémoire ne s'améliore pas, mais j'ai j'ai un rapport très aigu à certaines sensations comme ça, qui sont là comme pour toujours. C'est ce que j'appelle le trésor. Voilà. Alors parfois c'est un peu pesant le trésor. Et le trésor, c'est les corps. C'est la Essentiellement. perception des corps. Oui, essentiellement. Parce que c'est un mot-clé chez vous, Oui. les corps. Oui. Vous en parlez même pour les paysages. Absolument, j'appelle paysage le corps des pays. J'y tiens beaucoup. Oui, c'est vraiment un mot qui embrasse tout. Donc ça peut paraître un peu limité comme point de vue sur le monde, un peu enfoncé dans la matière, vous voyez, mais on fait comme on peut avec les sens qu'on a et la perception qu'on a, et à mon âge on ne la change plus. Donc je crois que je ne vais pas devenir, quand bien même je m'y mettrai à force d'exercice intense, je ne deviendrai pas d'une spiritualité éthérée. Je fais avec ce rapport-là à la matière, matière du monde. Vous avez dit un mot qui me fait penser à la citation que j'avais sortie de Ramu, qui dans Remarque dit « Matière, ce n'est pas en s'éloignant d'elle, c'est en s'enfonçant en elle qu'on touche enfin à la spiritualité. » Ah, ben vous voyez. Enfin, votre Ramu, pardonnez-moi d'employer cet adjectif possessif, c'est quand même... il est... Enfin, on n'en fait pas le tour. Hein. Enfin, moi, j'en ai pas fait le tour. Je suis loin d'avoir tout lu, mais... vous voyez, quand vous lisez ça, je pense d'un seul coup, je pense à la beauté sur la terre, et je pense à ce personnage qui s'appelle Rouge. Il s'appelle comme ça. Et qui est à la fois un corps incroyablement pesant et puissant, et un homme qui vit très haut. Donc, au fond, c'est ça. Vous venez de dire que vous n'allez pas tomber dans la spiritualité éthérée. Donc, c'est une autre spiritualité. Une autre, si vous voulez, oui. Vous pouvez la définir? Non. Je peux pas. On va passer aux questions, c'est ça? Car il est l'heure de passer aux questions du public. Je crois qu'il y a un micro quelque part qui peut vous... Alors, on ne vous voit pas, donc il faut vous signaler très fort parce que faites des grands gestes, ceux qui veulent prendre la parole. Est-ce que quelqu'un désire la parole? Oui. Je ne peux pas vous dire si c'est un monsieur ou une dame, mais il faut lui donner le micro. Monsieur. Ma question, vous avez beaucoup parlé de l'élaboration des livres, mais quand est-ce que vous savez que c'est terminé? Ah ben alors ça, c'est une excellente question. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Les livres sont jamais finis, monsieur. Je crois, hein, très honnêtement. Il y a un moment où je peux pas aller plus loin. Voilà, je dirais ça comme ça, vous voyez. C'est très privatif, mon affaire. Au sens... voilà, c'est négatif, voilà. Il y a un moment où je sais qu'avec tel texte, je ne peux pas aller plus loin. Si je continue à le travailler, je l'abîme. Donc, à ce moment-là, je le livre à mon éditrice et à ma lectrice. J'ai la chance d'avoir une lectrice qui retravaille tout crayon en main, et je revois chacune des propositions ou objections qu'elle me fait. Et Pascal Gauthier ensuite fait son travail d'éditrice, vous voyez, ou en même temps, enfin voilà. Mais c'est ça en fait, c'est à bout de force, voilà. Et en général, quand j'en suis là avec un texte, j'en ai un autre. Vous voyez, je tuile les chantiers, voilà. Donc cette marche comme ça vers la ligne d'horizon, qui toujours se dérobe, elle passe d'un chantier à l'autre. Je continue d'un chantier à l'autre. Mais c'est la même poussée textuelle, c'est le même flux. Donc c'est jamais fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou interventions, impressions? Je ne vois pas. Une dame? Dame devant. Il faut parler plus près.
Allô? Oula. Ça va toujours pas? Oui. Entendu que vous avez rapport ou une amitié avec Pierre Bergogneau. Oui, enfin, j'ai la chance de bien le connaître, oui. Vous voulez que je vous en dise un peu plus là-dessus? Voilà. Oui. Que j'aime beaucoup, Oui. et je me demandais si Oui. vous aviez eu des occasions de le rencontrer, nous en dire oui. un peu plus. Heureusement, à plusieurs reprises. Mais alors, je peux dire ici, madame, que Pierre Bergogneau fait partie, avec Pierre Michon et Richard Millet, de ce que j'appelle mon triangle des Bermudes. C'est-à-dire des 3 écrivains vivants, dont la lecture, pratiquée entre octobre 1995 et la fin de l'été 1996, lecture donc, m'a acculé à l'écriture. C'est après les avoir lus, ceux-là, après avoir découvert leur existence, parce que j'avoue qu'en 95, j'ignorais encore que les 3 existaient, je ne les avais jamais lus. C'est en les découvrant et en les lisant, les 3, Millet d'abord, Michon ensuite et Bergogneau, que je me suis dit qu'il y avait des écrivains vivants, qui étaient des travailleurs du verbe, des aventuriers de la langue, et qui, quoiqu'ayant un rapport extrêmement différent avec ce socle, faisaient du lieu et du milieu d'où je venais la matière de leur travail, pas la matière exclusive, mais la matière de leur travail. C'est après avoir touché du doigt tout ça, et de l'œil, et m'être absorbé pendant une année dans ces lectures-là, que je me suis dit, cette fois-ci tu y vas, t'arrêtes de tourner autour du pot. C'est maintenant ou jamais. Et j'ai commencé à écrire, et jamais cessé depuis. Et j'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, de rencontrer Pierre Bergogneau. C'est lui, par exemple, qui m'a dit que mon père était marxiste. Et je lui ai dit que j'éviterais de répéter ça à mon père parce que ça allait le tuer. Vous voyez, c'est un homme d'une... Comment dire? D'une... oui, d'une générosité, voilà. Dans sa façon d'être et d'une éminence, voilà, qui me remplissent d'admiration. Et je lui suis reconnaissante. J'aime admirer et j'aime être reconnaissante. Je suis reconnaissante à ces 3 écrivains-là d'avoir, voilà, au fond, d'avoir de m'avoir permis j'allais presque dire d'inventer ma vie, parce que je ne sais pas si j'aurais commencé à écrire si je n'avais pas lu ces hommes-là. Vous voyez, c'est vivant. Parce que j'ai fait des études de lettres à une époque et dans un milieu où on pensait que tous les écrivains étaient très morts. Et puis ça m'arrangeait, je pense, de penser qu'ils étaient tous très morts. Ça devait m'arranger, sans doute. Parce que je ne voulais pas me confronter à ça, c'était vertigineux. Vous voyez, mais bon. Et ils le savent, les 3, ils le savent. Parce que des gens comme Héribon, Annie Ernaux, c'était pas dans vos lectures. Alors, Héribon, pas encore et Didier Héribon, je n'ai lu que Retour à Reims, mais c'est une parution beaucoup plus tardive, beaucoup plus tardive. Et j'avais lu Annie Ernaux. J'avais lu La Place, je crois que c'est 1984. Il me semble que c'est la même année que Les Vies minuscules. Parce que Les Vies minuscules, c'est 1984 aussi. Donc j'avais lu La Place. Alors évidemment que la matière de La Place m'avait percuté. Évidemment. Mais la langue ne m'avait pas percuté. La langue ne m'avait pas travaillé au corps. Et j'y peux rien, c'est comme ça. Pour moi, c'est la langue qui est déterminante. Donc votre triangle des Bermudes, c'est la langue. En tout cas, le point commun. Des aventuriers du verbe, oui, j'appelle ça comme ça, moi. Tandis qu'Annie, c'est une aventurière de la matière ou du parcours ou de quoi? Je ne sais pas. Le livre d'elle avec lequel j'ai le plus d'affinité, que je tiens pour un très beau et grand livre, ce sont Les Années, qui est beaucoup plus tardif, c'est 2008, Les Années, vous voyez, voilà. Et évidemment que ce qu'elle empoigne et la façon qu'elle a de l'empoigner ne me sont pas indifférents. Mais probablement que le point de vue d'emblée politique qu'elle a, et éventuellement le point de vue d'emblée
polémique qu'elle a me tient à distance. Je pense que c'est probablement de cet ordre-là. Et aussi, ce que j'ai eu l'occasion de lui dire d'ailleurs, ce qui fait ligne de démarcation, c'est la question de la honte. Parce que vous êtes une transfuge sans honte. Bah oui. Oui. Enfin, je lui ai dit d'ailleurs que... Vous savez, j'aime bien employer cette métaphore, le jeu de loi. Vous voyez le jeu de loi, les cases. Il y a les cases, il y a la prison, voilà. Et ben, au jeu de loi du transfuge, j'aime pas ce mot, mais j'en trouve pas d'autre, je ne suis pas passée par la case honte. Je ne suis pas tombée dedans. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Non, ça ne peut pas s'expliquer. C'est complètement... Alors, si des sociologues l'expliqueraient, des historiens l'expliqueraient, et mon génie personnel n'a rien à voir avec ça, il n'y a pas de génie. Hein. C'est juste de la détermination sociologique. Hein. Ça tient au fait, par exemple, probablement en grande partie, que notre terreau social n'est pas du tout le même. Voilà. Mes parents sont paysans, petits propriétaires. Les siens sont épiciers, hein, et ont fui la condition paysanne qu'ils vomissent de toute leur force. Hein. Donc on n'est pas du tout dans le même rapport. Et ce qui m'avait frappé, en revanche, et là ça reste opaque pour moi, c'est que au fond nous avons cette expérience commune de l'école religieuse où les enfants de paysans, en l'occurrence pour elle de commerçants, sont regardés de haut par les autres, pas tous les autres, mais par un certain nombre d'autres, enfin des autres filles les en fils l'occurrence. De bourgeois, voilà, les filles de bourgeois. Bien entendu. Et alors, on comprend bien à lire Annie Ernaux qu'elle fut une excellente élève. Et vous aussi. Ben oui, et moi, pour moi, c'était la guerre. Moi, j'étais une excellente élève, pas du tout parce que j'aimais apprendre. J'aimais apprendre, certes, mais je voulais être une excellente élève pour leur en foutre plein la gueule. Aux bourgeoises qui vous regardaient de haut. Absolument. Et qu'elles le comprennent que c'était moi la meilleure. Point. Vous voyez? C'était très sommaire. Sommaire, voilà. Et j'ai l'impression qu'Annie Ernaux, elle était moins sommaire. Elle a plus souffert. Mais moi, ça m'a protégée. Oui. C'est pour ça que je dis que je suis une brute. Vous voyez? Qui désire poser une question à la brute? Oui. Monsieur. Le micro, s'il vous plaît. Toute plaisanterie mise à part, elle a quand même, si vous voulez, Annie Ernaux, elle a lu Bourdieu, voilà. Et son écriture s'inscrit d'emblée dans cette démarche-là. Vous voyez? Dans ce cadre politique-là, dans cette pensée politique-là. Pas la mienne du tout. Du tout. Pardon, monsieur. On va laisser monsieur poser la question, après je reviendrai. Je suis extrêmement impressionné par le retravail de vos textes. Mais j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on peut abîmer un texte. Parce que, est-ce que c'est le granulé qui doit rester? Parce que quand un texte devient tout lisse, peut-être c'est là qu'il s'abîme. Moi, j'avais un prof de français qui me disait, oui, on passe, on surpasse, on repasse et on trépasse. Est-ce que c'est ça un peu avec vos textes ou bien... Alors, si vous voulez, moi ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que, en ce qui me concerne, hein, j'en fais pas du tout une loge générale, mais moi, je sens que j'abîme un texte quand je le rabote trop. Voilà, j'enlève trop. Voilà, et il reste plus rien. Voilà. Oui, enfin, si vous voulez, moi j'aime le texte maigre et nerveux, mais enfin, il y a des limites quand même. Hein, vous voyez? Donc, quand ça devient trop raide, parce qu'il n'y a plus rien que la peau et l'os, ça tient plus. Et d'ailleurs, je m'arrête avant, hein. Enfin, j'essaie, vous voyez, parce que écrire court, écrire musclé, ça ne veut pas dire écrire sec et raide. Tout ça sont des nuances, vous voyez, il faut qu'il y ait de la chair, de la belle chair fraîche, si vous voulez. Oui, madame. Attendez, on va prendre le micro. Oh, madame. C'est enregistré. Ah, madame. Alors, le mot, c'est Flaubert. Oui. Vous aviez mentionné Flaubert. Oui. Les textes à voix haute et autres, enfin, je ne sais pas quel est votre rapport. Oh, ben Flaubert, c'est l'homme de ma vie. Hein. Comme il est mort, ça lui fait pas de mal. Hein. Je dis que c'est le patron des morts, et Michon, le patron des vivants, pour les écrivains, vous voyez, le saint patron. Donc, voilà, Flaubert, c'est inépuisable, incontournable. Ça peut être aussi très très intimidant, hein. Ça m'a intimidé très longtemps, un cœur simple. Ça vous retient au bord, hein, c'est pas la peine, hein, 30 pages. C'est même pas la peine.
Donc, j'ai presque envie de dire que aujourd'hui, vous voyez, avec si on peut appeler ça le recul, enfin avec 25 années d'écriture derrière moi et quelques publications, oui, mon lien, mon attachement et mon admiration à la langue de Flaubert, à sa correspondance, à Un cœur simple, à Madame Bovary, ne sont que plus vifs. Voilà. Vous voyez, c'est toujours recommencer, ça. C'est comme l'étreinte avec le paysage. C'est toujours recommencer. C'est une grâce que j'ai là, vous voyez. Une source inépuisable. C'est ça aussi, Flaubert. Et puis j'aime bien son côté bourgeois rance, sa bedaine, ses bajous, ses atermoiements dans sa correspondance, son côté confortable, voilà, un peu étroit parfois. J'aime bien tout ça. Il m'attendrit, en fait. C'est facile avec les morts. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire une anthologie de Flaubert? Ça, c'est dans la maison, j'ai plus chez Chastel, il y avait une collection, hein, magnifiquement inaugurée, si je ne m'abuse, par un texte de Giono sur Virgile. Il faut quand même le faire, vous imaginez. Et cette collection a été ressuscitée, si je puis dire, hein, il y a quelques années. Et j'eusse été très vexée si on ne m'avait pas demandé, à moi, le Flaubert. J'aurais vécu comme un camouflet, voyez-vous. Donc on m'a demandé le Flaubert. Et donc j'avais déjà écrit un premier texte beaucoup plus court, intitulé Flaubert Forever, dans un livre que j'ai publié en 2015, je crois, qui s'intitule Chantier. Voilà. Et ce texte-là, vous voyez, sur Flaubert, il est constamment en dilatation, c'est-à-dire des motifs nouveaux, puisque je vise un peu avec lui, donc il y a des épisodes dans notre vie conjugale. Voilà. Donc, vous voyez, j'avais d'autres motifs à traiter, donc j'ai augmenté ce texte-là, et surtout, ce qui m'a beaucoup tenté, qui était irrésistible, c'est l'anthologie de morceaux choisis. Moi, j'ai été biberonnée aux morceaux choisis, hein, dans ma génération à l'école. Hein. J'adorais les morceaux choisis, donc faire une anthologie de Gustave Flaubert, ça c'était un très très grand plaisir. Il faut aimer la frustration, mais j'aime ça tombe bien. Hein. Donc choisir, trancher. Et répudier aussi, donc. Ne pas prendre. Se dire rien pour Salammbô. Rien. Paf. Et pour cette dinde de Madame Bovary? Ah, si. Alors, vous l'avez traitée de dinde à la télévision? Oui, je sais, on me l'a reproché amèrement. À commencer par une de mes élèves qui m'a dit « Madame, ça se fait pas ». Mais ça, vous savez, c'est la télévision, ils gardent ce qu'il y a de plus saillant. J'avais dit des choses beaucoup plus nuancées, j'en ai écrites aussi. Mais je persiste. Voilà, il se trouve que le titre de Madame Bovary est Madame Bovary. Mais je persiste à dire que pour moi, ça n'est pas l'épicentre du texte, Madame Bovary. Alors, je suis bien placée pour savoir que chaque lecteur réinvente les livres. Voilà. Donc, je suis certaine que Gustave Flaubert n'en veut à personne, et donc pas à moi particulièrement, de me frayer un chemin dans Madame Bovary en ayant des manières un peu cavalières, je le conçois, vis-à-vis d'Emma. Si vous aviez été l'éditeur, vous auriez proposé un autre titre. Je crois que j'aurais été une éditrice lamentable. Puisque Madame Bovary n'est pas l'épicentre, vous auriez choisi autre chose. Mais je ne sais pas quoi. Vous voyez? Moi, celui que j'aime, c'est Charles. Mais bon. Ça se serait moins bien vendu, Charles. Une question. Je me permets de revenir aux auteurs vivants. Vous avez parlé de votre Triangle des Bermudes. Donc je m'autorise désormais à lire Richard Millet, peut-être. Et je serais curieux de connaître votre sentiment sur Pierre Jourde. Je pense à Pays perdu, 10 ans après. Bien sûr. Alors Pierre Jourde, Pays perdu, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas de quoi il retourne, pardonnez-moi monsieur, je le précise, donc
c'est un livre qui a été écrit donc par Pierre Jourde, écrivain, essayiste, universitaire français, donc, où il est question d'un village. Hein, l'épicentre géographique du livre est un village qui est à 30 km de l'endroit où j'ai grandi. Le fil narratif est une veillée mortuaire autour d'une adolescente hein, qui est terriblement morte, si tant est qu'on puisse mourir autrement que terriblement, et le village défile. Et tout un faisceau de fils narratifs se noue hein, dans cette nuit-là. Et donc Pierre Jourde écrit ce livre, c'est un chant d'amour à ce pays, qui est le sien, auquel il est extrêmement attaché. Et ce chant d'amour, c'est un très beau texte, mais il a été reçu d'une manière terrible par ce CEX dont il parle, qui ont accueilli Pierre Jourde quelques mois après sa parution, avec une très très grande vigueur, on va dire. Et Pierre Jourde le leur a bien rendu parce que c'est un boxeur, hein, c'est un fighter, donc ça s'est terminé au tribunal. Bon. Donc il y a eu une affaire Pays perdu, une affaire Pierre Jourde, qui a fait la une des journaux nationaux, Pierre Jourde étant ce qu'il est, hein, au moment où l'affaire s'est produite et au moment aussi où le procès a eu lieu à Aurillac. Et alors, moi j'avais lu ce livre avant l'affaire, hein, et c'est un texte que je persiste à aimer. En revanche, j'en ai d'ailleurs parlé à plusieurs reprises avec Pierre Jourde, je vois à peu près comment a pu s'enclencher le dispositif de malentendu qui a abouti à ce qui est arrivé, c'est-à-dire à un déferlement de violence. C'est un malentendu en grande partie sociologique, à mon avis. Hein, c'est-à-dire que Pierre Jourde, pour le coup, est né en 1955 à Créteil. Il est toujours venu dans ce village pour toutes ses vacances, très longuement. Il a tapé le carton, il a bu la gentiane, il a fait les foins, il a mangé du saucisson, il s'est saoulé avec les gens du pays, mais il n'est pas du pays. Il n'est pas de là, il n'a pas d'autorisation. Quand bien même on en est du pays, je suis bien placé pour le savoir, à partir du moment où on est parti, on n'a plus de plein pied. Et donc, on est toujours soupçonné de trahir. Et on est toujours soupçonné aussi de livrer en pâture. Voilà, de livrer en pâture ce qui est parfois le plus douloureux, parce qu'il passe par l'alcool, il passe par l'adultère, et il passe par la crasse et la merde, et le fumier. C'est douloureux. Et se voir tendre ce miroir, c'est très douloureux. Et quand on n'a pas les mots, on réagit autrement. Donc il y a un malentendu énorme et définitif. Hein. C'est-à-dire que je me souviens au moment du procès à Aurillac, couverture énorme, hein, des envoyés des journaux parisiens à Aurillac-Cantal comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, hein, qui tâtaient de l'autochtone. Hein. Moi, c'était très douloureux ça pour moi. Hein. Et il y avait, je me souviens d'un gros titre dans un article du Monde, on citait le maire du village. Et c'était biblique et magnifique. Le pardon, virgule, il ne le connaîtra pas. Bon. Voilà. Et si vous voulez, moi je suis pièce et morceau dans une histoire comme ça. Parce que je vois très très bien d'où ça procède. Et comme j'ai pas du tout envie de me retrouver dans cette situation-là, d'emblée d'instinct, très tôt, j'ai employé des stratégies de contournement. J'ai mis en place des rideaux de fumée afin d'éviter les collisions entre le réel et la fiction et les effets de reconnaissance pernicieux. 1 et 2, il y a des matières auxquelles je ne touche pas. Voilà. La question suivante, c'est laquelle? Mais par exemple, vous voyez, ça va vous paraître très anecdotique, mais ça l'est pas. Les questions d'adultère, par exemple. Vous voyez? J'y touche pas. Il y a des adultères partout, pas seulement dans le Cantal. Oui, mais j'entends bien. Mais la façon dont ça s'intrique dans les micro-sociétés villageoises fait que si vous allez là,
non seulement vous risquez gros, vous, mais surtout, ce qui est plus grave pour moi, vous compliquez la vie des personnes qui sont devenues vos personnages. Et ça, moi, je ne veux pas. Je ne me reconnais pas ce droit-là. De rendre encore plus difficile, peineuse, des vies qui souvent le sont. Et qui passent par... enfin, qui font comme elles peuvent. J'ai pas du tout envie d'en faire de la matière à écriture de façon telle qu'elle soit lisible et qu'elle soit livrée en pâture et qu'elle puisse être clouée au pilori. Je veux pas faire ça. Je me reconnais pas le droit de faire ça. Mais je dis pas que c'était l'intention de Pierre Jourde. Le résultat a été celui-là. Hein, voilà. Dans Joseph. Oui. Oui, et bien dans Joseph, justement, monsieur, dans Joseph, il y a la question de l'alcool. C'est celle autour de laquelle j'ai tourné le plus longuement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis des années à écrire Joseph. Des années, parce qu'il y avait cette question-là. C'est une question infiniment vertigineuse. Infiniment. Une dernière question. Alors si ce n'est pas le cas, demain nous nous retrouvons avec votre invité Antoine Wauters, oui, pour parler de son livre Le plus court chemin. Et on parlera aussi des sources et d'autres choses. Et lui aura des questions pour vous. Donc on se réjouit de demain. Merci beaucoup pour cette généreuse explication de tant de choses intimes. Et à demain. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. C'était le grand entretien avec Marie-Hélène Lafont, enregistré le vendredi 1er septembre 2023 au Casino de Morges par la Bibliothèque sonore romande pour la 14e édition du Livre sur les quais.